Bolo Samba la famille, bienvenue sur Chemin de Kama. Ici, on prône pour une nouvelle pensée africaine en matière d'éducation. Aujourd'hui, nous allons nous inscrire dans la suite de la capsule numéro 17. Pourquoi? Eh bien, parce que les conclusions du colloque de Caire ont entraîné des conséquences positives pour l'histoire du peuple noir. Du coup, nous allons voir aujourd'hui quelles sont les actions concrètes qui ont été menées et ce qu'elles ont donné. Générique. Comme je vous l'avais déjà dit, à l'issue du colloque du Caire de 1974, qui a vu la partie africaine dominer les débats, l'UNESCO a formellement retenu la thèse d'une Égypte pharaonique négro-africaine. Les conclusions du colloque du Caire ont donné le ton pour une nouvelle historiographie du continent noir. Cela voulait dire qu'il était désormais possible d'écrire la vraie histoire de l'Afrique dans toute son authenticité en incluant plusieurs disciplines. Ici, on ne se contente plus seulement de traduire le récit de ce qui s'est passé autrefois, définition du mot histoire que moi j'ai appris à l'école coloniale, mais nous apportons une valeur heuristique qui veut dire que nous interrogeons les matériaux, nous confrontons les données, nous calibrons les artefacts, nous étudions les dynamiques de groupe, les migrations, les langues, les traditions, nous interrogeons les sources primaires et secondaires. Nous repérons, sélectionnons et hiérarchisons les documents, les faits, les fouilles archéologiques, etc. Et tout ça, cette nouvelle façon de faire l'histoire, c'est Cheikh Anta Diop qui l'a insufflé. Il a mis en place une nouvelle dynamique dans le domaine de la recherche historique en Afrique. Mais revenons à l'UNESCO. Après avoir formellement retenu la thèse de l'Égypte pharaonique noire africaine, l'UNESCO a donné un certain nombre de recommandations majeures. L'UNESCO a demandé de mener des enquêtes dans plusieurs domaines de sciences comme l'anthropologie physique, l'archéologie, la linguistique, etc. Mais je vais juste m'articuler ici à vous citer deux recommandations qui sont en lien direct avec le sujet de cette capsule. L'une des deux recommandations majeures que je vais vous citer aujourd'hui est que l'UNESCO a demandé de mener une enquête sur les vestiges paléo-africains dans l'iconographie égyptienne et leur signification historique. Les exemples du babouin et la peau de léopard ou la panthère qui ont été retenus par le colloque. Ici, je vous montre par exemple les images du prêtre Sem qui portait la peau de léopard du temps de Kama, donc du temps de Kemet. Et regardez les peuples zoulous qui portent aussi la peau de léopard. Chez les peuples Congo, on porte aussi la peau de léopard, chez les Mandingues et chez beaucoup d'autres peuples en Afrique. Les prêtres spirituels portent souvent la peau de léopard. Et donc, en effet, le port par les prêtres d'une peau de léopard est l'une des caractéristiques les plus évidentes, communes entre l'Afrique noire d'aujourd'hui et l'Égypte ancienne. La deuxième recommandation majeure que je vais vous citer est au niveau des études comparées en linguistique. L'UNESCO recommande donc de mener rapidement une enquête linguistique sur les langues africaines menacées de disparition, de mettre à contribution sur le plan international la coopération des spécialistes de linguistique comparée, à l'exemple de Théophile Obenga, afin d'établir toutes les corrélations possibles entre les langues africaines et l'égyptien ancien, donc le Médou Neger. C'est pour cela que vous trouverez dans plusieurs librairies panafricaines des livres de nos linguistes qui ont mené des études comparées entre certaines langues africaines et le négro-égyptien. À l'exemple de ces livres que vous voyez à l'écran et dont la liste n'est pas exhaustive.
Maintenant qu'il y avait de nouvelles exigences en matière d'historiographie, il fallait écrire une histoire en mettant l'accent sur les dynamiques internes des sociétés, comme je l'ai dit plus haut, sur les initiatives endogènes, sur l'évolution des langues, les organisations sociales. Car en renouant avec l'Égypte antique, nous découvrons du jour au lendemain une perspective historique vaste qui rend possible l'étude diachronique, c'est-à-dire une étude évolutive d'un fait particulier. C'est dans cette dynamique que l'on verra naître dans les années 1980-1990 les 8 volumes de l'histoire générale de l'Afrique. Le projet d'écriture de l'histoire globale de l'Afrique a mobilisé 230 historiens et autres spécialistes pendant 35 années. Les 2 tiers des 230 historiens et spécialistes étaient africains. Laissez-moi donc vous présenter à présent les 8 tomes de l'histoire générale de l'Afrique. Le volume 1 de l'histoire générale de l'Afrique compte 847 pages. Il a été édité en 1980 et il est intitulé Méthodologie et préhistoire africaine. Le directeur de ce volume est Joseph Kizerbo. Ce volume est le premier volume de cette monumentale entreprise qui couvre une période de 2 à 3 millions d'années, communément appelée la préhistoire. Et il est consacré au développement de l'historiographie africaine à la lumière des techniques archéologiques récentes et de la tradition orale. Plusieurs chapitres sont consacrés au développement des sciences de la période préhistorique, donc aux techniques agricoles, à l'art préhistorique et au développement de la métallurgie. Ce volume 1 présente aussi le passé de l'humanité depuis l'apparition des premiers êtres humains et on peut citer le spécimen Australopithèque robuste, jusqu'à l'invention de l'écriture et à la naissance des premiers États, il y a environ 5000 ans. Ce volume était un extraordinaire voyage dans le temps, immensement long, sur la surface de la Terre. C'est une œuvre pionnière, à ce jour inégalée dans son ambition de couvrir l'histoire de la totalité du continent africain. Une histoire qui insère profondément le destin de l'Afrique dans celui de l'humanité, en mettant en évidence les relations avec les autres continents et la part des Africains dans le dialogue des civilisations. Chaque chapitre est abondamment illustré par des cartes, des figures, des chiffres, des diagrammes et d'une sélection de photographies en noir et blanc. Les textes sont entièrement annotés et complétés par une importante bibliographie et un index. Je vous invite du coup à passer au volume 2 de l'histoire générale de l'Afrique. Le volume 2 compte 887 pages. Il a été édité en 1980. Il est intitulé L'Afrique ancienne et le directeur de volume est Mokhtar. Ce volume 2 nous parle de la longue période de l'histoire du continent qui va de la fin du néolithique, c'est-à-dire vers le 8e millénaire avant notre ère, jusqu'au début du 7e siècle de notre ère. L'étude de cette période, qui couvre environ 9000 ans d'histoire, distingue 4 grandes zones géographiques sur le modèle de la recherche historique africaine. La majeure partie de ce volume 2 est consacrée à la civilisation de l'Égypte ancienne en raison de sa place éminente au premier temps de l'histoire de l'Afrique. Les chapitres 1 à 12 traitent de la vallée du Nil, de l'Égypte et de la Nubie. Les chapitres 13 à 16 traitent des hauts plateaux éthiopiens. Les chapitres 17 à 20 traitent de la partie de l'Afrique qui sera appelée plus tard le Maghreb et son arrière-pays saharien. Et les chapitres 21 à 29 du reste du continent africain ainsi que de certaines îles de l'océan Indien. Le volume 3 compte 932 pages. Il est paru en 1988. Il s'intitule L'Afrique du 7e siècle au 11e siècle. Le directeur de ce volume est El Fazi et le co-directeur est Ashrek Beck. Ce volume 3 aborde la question de l'Afrique du 7e siècle jusqu'au 11e siècle en mettant l'accent sur les événements significatifs pendant cette période.
notamment la propagation de l'islam et ses interactions avec les traditions africaines et l'expansion bantoue qui transforme la carte démographique et linguistique de l'Afrique centrale et australe, et les contacts également entre l'Afrique et le reste du monde qui se multiplient. Ce volume 3 analyse aussi la présence d'une diaspora africaine en Asie. Tous les aspects de l'histoire de l'humanité sont également abordés, les sciences, les techniques et leurs applications, les structures sociales, les grands ensembles géopolitiques, l'art et l'architecture. Une large place est accordée aux idéologies et aux premières religions, à la pensée philosophique et aux langues et littératures. Ce volume recense une cinquantaine de cartes, près de 200 illustrations et un très éclairant tableau synoptique et index complètent les contributions des 98 auteurs qui ont participé à cet ouvrage. Passons tout de suite au volume 4. Le volume 4 compte 797 pages. Il a été édité en 1984 et il s'intitule L'Afrique du XIIe siècle au XVIe siècle. Le directeur de volume est M. Niane. Donc, ce quatrième volume de l'histoire de l'humanité couvre une longue période. Le 7e siècle qui ouvre ce volume est en effet porteur d'événements particuliers significatifs pour l'histoire de ce que l'on a appelé le Vieux Monde. Le volume 4 embrasse l'histoire de l'Afrique, donc du XIIe au XVIe siècle. La périodisation et le découpage chronologique classique européen cadrent très mal ici comme pour les autres volumes. L'ouvrage s'articule en deux sections. La première, à l'échelle de la planète, tente de présenter à travers 8 thèmes couvrant les grands champs de la recherche historique, l'état de la condition humaine et son évolution durant cette période. La seconde section propose une approche régionale par grands ensembles, eux-mêmes subdivisés en sous-ensembles, et attire l'attention pour chacun d'eux sur les événements ou les faits les plus significatifs. Le volume 5 compte 1089 pages. Il est paru en 1992 et il est intitulé L'Afrique du XVIe au XVIIIe siècle et les travaux ont été dirigés par M. Ogo. Si l'on trace la carte géopolitique du monde en l'an 1500, on voit apparaître un certain nombre de grandes régions relativement autonomes qui entretiennent, à des degrés divers, des rapports mutuels d'ordre soit commercial, soit conflictuel. Le volume 5 couvre l'histoire de l'Afrique du début du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle. On voit donc ici deux grands thèmes se dégager. D'un côté, la poursuite du développement interne des États et des cultures de l'Afrique au cours de cette période-là, et de l'autre, la participation croissante de l'Afrique au commerce international. En Afrique du Nord, nous voyons l'Empire ottoman conquérir l'Égypte et établir des régences à Tripoli, Tunis et Alger. Régence ici, c'est juste des gouvernements monarchiques. Au sud du Sahara, l'effondrement de certaines puissances plus anciennes, telles que l'Empire de Shanghai, le Royaume à l'ouest du Soudan, l'Empire chrétien, coïncide avec l'émergence de nouvelles bases de pouvoir, telles que le Royaume Ashanti, Dahomey, Sakalava et autres. Des structures politiques et administratives très centralisées se mettent en place, entraînant l'apparition des classes sociales distinctes, tout en présentant un caractère féodal prononcé. Les régions traditionnelles continuent à coexister avec le christianisme qui est plutôt en recul et l'islam qui est en plein essor. Le long de la côte, en particulier de l'Afrique de l'Ouest, les Européens tissent un réseau commercial qui, avec le développement de l'agriculture, de plantation du Nouveau Monde, va devenir le centre des razzias négrières. Les conséquences immédiates de ce commerce pour l'Afrique sont analysées avec l'idée que ces razzias portaient en germe l'actuelle mondialisation de l'économie avec toutes les inégalités qu'elle comporte. Passons tout de suite au volume 6. Ce volume compte 995 pages.
Il est paru en 1989. Il s'intitule L'Afrique du 19e siècle jusqu'à vers les années 1880. Le directeur de volume est M. Adé Adjaï. Ce volume 6 parle de l'histoire de l'Afrique depuis le début du 19e siècle jusqu'à la mainmise des puissances coloniales européennes sur le continent. Le livre s'ouvre sur 4 chapitres avec des thématiques consacrées aux principales forces à l'œuvre dans les sociétés africaines au début du siècle, à l'évolution du rôle de l'Afrique dans l'économie mondiale, aux nouvelles tendances et processus à l'œuvre et aux conséquences de l'abolition de l'esclavage. Ces chapitres sont suivis de 23 consacrés à l'évolution de la situation dans les différentes régions. En effet, les historiens ont consacré divers travaux à des événements révolutionnaires qui se sont produits au XIXe siècle, comme les réformes de Mohamed Ali en Égypte, vous vous souvenez, la réunification de l'Éthiopie sous l'empereur Théodros et Ménélique, le Menfekan des États Sotonguni en Afrique centrale et australe. On y trouve également 2 autres chapitres qui se penchent sur la diaspora africaine et dressent le bilan du développement politique, économique et culturel du continent à la veille des conquêtes européennes. Passons tout de suite au volume 7, l'avant-dernier volume. Le volume compte 916 pages. Il est paru en 1985. Il est intitulé « L'Afrique sous domination coloniale entre 1880 et 1935 ». Le directeur de ce volume est Adou Boahen. Jamais dans l'histoire de l'Afrique, des changements ne se sont succédés avec une aussi grande rapidité que pendant la période qui va de 1880 à 1935. À vrai dire, les changements les plus importants ont lieu dans un laps de temps beaucoup plus court qui va de 1890 à 1910, période marquée par la conquête et l'occupation de la quasi-totalité du continent africain par les puissances impérialistes, puis par l'instauration du système colonial. Ce volume 7 de l'histoire générale de l'Afrique examine la période de partage, de conquête et d'occupation coloniale. Les 2 premiers chapitres se penchent sur les attitudes des Africains et leur degré de préparation face au phénomène colonial, sur l'histoire des ambitions impérialistes européennes. Les 7 chapitres suivants examinent les initiatives, les réactions africaines face à la partition, à la conquête jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les chapitres 13 à 21 étudient l'impact économique des systèmes coloniaux en Afrique de 1919 à 1935, donc le fonctionnement de l'économie coloniale dans les anciennes zones françaises, belges, portugaises, britanniques. En Afrique du Nord, l'émergence de nouvelles structures sociales et l'évolution démographique. La dernière section parle du rôle de la religion et des arts en Afrique pendant la période coloniale. Elle retrace également la croissance des mouvements anticolonialistes, l'affirmation du nationalisme politique africain et l'interaction entre l'Afrique noire et les Noirs du Nouveau Monde. Si de nombreux mouvements nationaux de libération conduisent au démantèlement des empires coloniaux, à l'émergence des États indépendants et à de nouveaux regroupements étatiques, ce siècle est également témoin d'extrémisme dévastateur et de confrontations militaires et idéologiques d'une ampleur sans précédent, notamment les 2 guerres mondiales que le monde a connues et également la guerre froide. Passons maintenant au dernier volume, donc le volume 8 de ce projet de l'histoire générale de l'Afrique, initié par l'UNESCO à la demande des Africains eux-mêmes. Le volume 8, qui est le dernier de la collection, compte 1070 pages. Il est intitulé « L'Afrique depuis 1935 » et il est paru en 1993. Le directeur du volume est M. Mazrui et le co-directeur M. Wonji. Ce 8e volume de l'histoire générale de l'Afrique
étudie la période qui s'étend de 1935 à nos jours. Il retrace l'évolution politique, économique et culturelle du continent à mesure qu'il se libère peu à peu du joug colonial. Pour l'Afrique, c'est l'année 1935 qui marque le début de la Seconde Guerre mondiale avec l'invasion de l'Éthiopie par Mussolini. Le conflit mondial domine la première partie de ce volume qui décrit les conséquences de la crise dans la Corne de l'Afrique, en Afrique du Nord et dans les autres régions sous domination des puissances européennes. Les 3 chapitres suivants traitent des luttes menées à l'échelle du continent pour la souveraineté politique, de 1945 à l'indépendance, du sous-développement et de la lutte pour l'indépendance économique, de l'évolution des structures, des valeurs politiques liées à l'édification des États nationaux. La 5e partie traite des changements socioculturels intervenus depuis 1935 en ce qui concerne la religion, la littérature, la langue, la philosophie, la science ou encore l'éducation. Les 2 dernières parties traitent de l'émergence du panafricanisme et du rôle de l'Afrique indépendante dans les affaires mondiales et des interactions vitales entre l'Afrique et le reste du monde. Voilà en résumé, chers abonnés, le contenu des 8 volumes de l'histoire générale de l'Afrique. Voilà ce que nous a donné la victoire du colloque du Caire de 1974. Sachez qu'il y a au moins 15 000 ans naissait la civilisation égypto-nubienne. Les premiers souverains connus de la plus grande civilisation de tous les temps sont les Shemsu Horo, traduits en français comme les suivants d'Horus. Ces suivants d'Horus, qui sont d'origine soudanaise, ont régné dans le Nekek ou Hierakonpolis, à Abdjou ou à Abydos, à Noubet ou Nagada, ou encore à Djenni ou Tinis. Ils sont les premiers rois du monde dont nous connaissons les noms. Notez bien que c'est au sud qu'est née la civilisation égyptienne et nulle part ailleurs. Voilà pourquoi les plus anciennes nécropoles royales, les plus anciens cimetières royaux et les divinités de la dynastie de Hérou sont originaires du sud. En parcourant les 8 volumes de l'histoire générale de l'Afrique, vous découvrirez tous ces rois de la dynastie des Shemsuhor, ainsi que certains rois et reines de la première dynastie de l'Égypte unifiée, tels que Narmer et Beneribou, le couple unificateur, les rois Horou, Aya et Djourou, ou encore les reines Hermétou ou Mérit Netou, dont on ne nous parle pas beaucoup. Tous les ouvrages édités par l'égyptologie africaine ou la camitologie, les ouvrages de comparaison des langues africaines avec le Médou-Netcher, les ouvrages historiques, sociopolitiques, culturels, philosophiques, etc. sont des ouvrages salvateurs pour nous, Africains. Il faut savoir que notre savant historien, philosophe, le professeur Kovi Rekmire a minutieusement sélectionné une série de 500 ouvrages qui constituent les humanités classiques africaines ou les humanités fondamentales. Le professeur Kovi Rekmire a fait plusieurs lives de ces ouvrages sur la chaîne YouTube de la librairie Taméry. Vous devriez savoir également que les 8 volumes de l'histoire générale de l'Afrique ont été publiés dans une faible résolution pour les vulgariser, les rendre accessibles au plus grand nombre et que chaque Africain puisse les télécharger facilement. Je mettrai les liens dans la barre de description et dans la bibliographie. Le fait de nous connecter à la vallée du Nil nous ouvre, comme je le disais, une perspective de dizaines de milliers d'années d'histoire. Il est grand temps que nous nous y intéressions, car une renaissance africaine ne peut se penser qu'en connaissance de nous-mêmes. Cheikh Anta Diop disait que l'Égypte est au reste de l'Afrique noire ce que la Grèce
et Rome sont à l'Occident. Les nouvelles humanités africaines devront s'édifier sur les soubassements de la culture pharaonique antique. L'Égyptien ancien et le méroïtique devront remplacer le latin et le grec dans nos programmes scolaires. C'est pourquoi ici, à Chemin de Kama, nous prônons pour une renaissance africaine en matière d'éducation. Car tout cela doit changer. Nous devons apprendre le médo-nétcher ou le méroïtique en lieu et place du grec et du latin. Ce grec et ce latin qui pourront s'apprendre en option, peut-être à l'université. Mais à la base, nous devrions apprendre les hiéroglyphes égyptiens, donc le médo-nétcher. Nous prônons pour cela. Je vous mets juste après la bibliographie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, car j'apprends également de vous. Je vous dis ensemble, prenons notre héritage. À bientôt sur le chemin des Kama.